Le siècle des Lumières, c'est la période du XVIIIe siècle qui va de la mort de Louis XIV en 1715 jusqu'à la Révolution française. Et le siècle des Lumières, c'est représenté par de nombreux hommes célèbres comme Rousseau, comme Voltaire, comme Montesquieu, comme d'Alembert et Diderot qui créeront l'encyclopédie, mais également par d'autres personnes comme Marivaux, comme Beaumarchais, comme Bernardin de Saint-Pierre, etc., etc. Nous verrons tous ces personnages et nous verrons quelles sont les idées qu'ils proposaient, des idées qui ont fait leur chemin bien après leur mort, puisque pour beaucoup d'entre eux, leur idéologie a été utilisée par les révolutionnaires de la Révolution française, mais également de la Révolution anglaise ou même américaine. Alors, tout d'abord, essayons de définir le siècle des Lumières. Donc la lumière, c'est ce qui éclaire l'esprit. Alors, attention, ne pas confondre le mot lumière, le siècle des Lumières, et le mot illustration, qui est la traduction littérale en fait en espagnol, mais qui n'a aucun sens, qui ne fait absolument pas référence à ce mouvement littéraire. Donc la illustration en espagnol, c'est le siècle des Lumières. Ce n'est pas l'illustration, ça n'existe pas. Donc c'est un mouvement qui domine le monde des idées en Europe au XVIIIe siècle. C'est un mouvement culturel et philosophique. Donc les Lumières, avec une majuscule, ce sont les idées nouvelles diffusées par les philosophes qui croient au progrès humain et qui sont guidés par la raison et non plus, comme c'était le cas au XVIIe siècle ou en tout cas sous le règne de Louis XIV, qui ne sont plus guidés par la tradition et par l'autorité. D'ailleurs, ce sont des hommes qui, bien avant la création de l'Europe au XXe siècle, ce sont des hommes qui croyaient déjà en l'Europe en tant que groupement d'hommes et d'idées. Et Montesquieu a dit d'ailleurs « Je suis homme avant d'être français. Si je savais quelque chose utile à ma patrie et qui fût préjudiciable à l'Europe, je le regarderais comme un crime. » Donc il se sentait européen avant de se sentir français. Et d'ailleurs, ces idées seront récupérées dans toute l'Europe bien après sa mort. Voyons maintenant le contexte historique. Alors, tout d'abord, bien entendu, la mort de Louis XIV. Le règne de Louis XIV, il est souvent associé à l'apogée du classicisme. Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, aux réjouissances, aux fastes de Versailles, à la cour, etc. Mais c'est oublier que, au cours des 35 dernières années du règne de Louis XIV, ces 35 années ont été marquées par l'austérité, par les guerres, par l'intransigeance religieuse, notamment avec la révocation de l'édit de Nantes, qui a provoqué un exode massif des protestants. Donc les deux rois suivants, et notamment le régent Philippe d'Orléans, donc, qui règne sur la France pendant la minorité du futur Louis XV, puis Louis XV lui-même, puis Louis XVI, sont des rois moins autoritaires, et l'image de la monarchie absolue s'affaiblit et renforce les oppositions aux valeurs traditionnelles. Et puis il y a également la Révolution anglaise. Près de 2 décennies, près de 20 ans avant la mort de Louis XIV, la seconde révolution d'Angleterre, ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution, a permis la mise en place d'une monarchie constitutionnelle parlementaire avec la publication en 1689 de la Déclaration des droits qui encadre les pouvoirs du monarque. Donc ce n'était plus une monarchie absolue comme c'était le cas en France. Cette révolution anglaise sera perçue par la France tout au long du XXe siècle, notamment par Voltaire, comme la promesse d'une limitation du pouvoir monarchique. Elle fait l'objet de l'admiration générale, que ce soit Voltaire, je vous l'ai dit, mais également Montesquieu, qui la décrivent comme un chef-d'œuvre de l'esprit humain.
Montesquieu croit distinguer dans les institutions anglaises un équilibre entre les trois pouvoirs. Et d'ailleurs, Montesquieu souhaite une division de ces pouvoirs en France. Le développement du livre également. Au XVIIe siècle, les lecteurs, ils appartenaient principalement à la noblesse, au clergé. Au XVIIIe siècle, les livres se diffusent et le lectorat s'élargit aux commerçants, aux militaires, aux paysans aisés. Les échanges intellectuels se multiplient, notamment dans les salons, dans les clubs, dans les cafés, dans les loges maçonniques, et permettent la diffusion des idées nouvelles beaucoup plus facilement qu'au XVIIe siècle. Et puis enfin, il y a l'essor des sciences. Sur le plan scientifique, le XVIIIe siècle il est marqué par la diffusion des théories de Newton, qui permettent notamment de comprendre des lois de la nature comme le mouvement des planètes. La physique expérimentale se développe également, les connaissances sur l'électricité s'accroissent, la notion d'éléments chimiques émerge. Ce développement sans précédent des sciences expérimentales va notamment émanciper l'individu en lui expliquant le monde. Il contribue également à l'idée d'un ouvrage qui va rassembler l'ensemble de ces connaissances, et ce sera bien entendu l'encyclopédie qui sera publiée par Diderot et par d'Alembert entre 1651 et 1772, mais nous en reparlerons un peu plus loin. Voyons maintenant les principes des Lumières. C'est tout d'abord la raison et le combat des préjugés. Les Lumières, c'est l'éclairement qu'apporte à l'homme l'usage de sa raison et de son intelligence. La raison permet à l'homme d'écarter les préjugés, les superstitions, le fanatisme religieux, et sert de guide pour agir sur le monde. Donc les Lumières souhaitent que l'homme reprenne le pouvoir et agisse sur le monde. La promotion notamment de la raison est indissociable du combat contre les préjugés, et on retrouve ça dans des œuvres comme Combat contre les préjugés sociaux et moraux de Diderot, dans Combat contre le fanatisme religieux, mais également dans Candide de Voltaire ou dans La religieuse de Diderot. C'est également la contestation sociale et politique. Les philosophes des Lumières se rejoignent dans la contestation de la monarchie absolue de droit divin, dans laquelle le souverain tient son pouvoir de Dieu uniquement et concentre entre ses mains les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, les trois pouvoirs dont je vous ai parlé juste avant. Cette contestation est d'autant plus forte qu'elle se fait à la lumière de ce qu'il s'est passé en Angleterre et de cette monarchie constitutionnelle anglaise qui a été créée et dont les mérites sont vantés par Voltaire, notamment dans les lettres philosophiques dès 1734. Montesquieu, bien qu'il reste fidèle à la monarchie, je vous rappelle que Montesquieu était un noble, il théorise la séparation des pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires, dans l'esprit des lois en 1748. Pour lui, le pouvoir royal doit être encadré par un texte constitutionnel. Rousseau, quant à lui, dans le contrat social, jette dès le départ les fondements de la démocratie qui seront repris lors de la Révolution française. Enfin, Beaumarchais, par exemple, critique ou conteste l'ordre social inégalitaire de l'Ancien Régime dans son œuvre Le mariage de Figaro, mais c'est également le cas de Marivaux dans Le paysan parvenu, ou également dans L'île aux esclaves. C'est également la valorisation des sentiments. Au XVIIe siècle, les sentiments, ils étaient vus comme néfastes. Par exemple, la représentation de la passion amoureuse chez Racine ou Madame de Lafayette était extrêmement néfaste. Le XVIIIe siècle, au contraire, réhabilite la sensibilité qui devient un atout et un moyen de connaissance de la vie humaine.
Par exemple, dans la Nouvelle Héloïse de Rousseau, les sentiments coïncident avec la vertu. Les Lumières donc réhabilitent la nature humaine en montrant que l'homme est naturellement bon. C'est notamment développé dans Supplément au voyage de Bougainville de Diderot. C'est également la foi dans la science et le progrès. Je vous l'ai dit, l'influence de Newton, dont la méthode expérimentale est essentielle, aura une grande importance, une grande influence sur tout le XVIIIe siècle et sur les réflexions des Lumières. La réflexion doit pour eux se fonder sur l'observation et sur l'expérimentation. Donc ils disent que est vrai ce qui peut être vérifié. Donc les avancées scientifiques font naître une foi dans le progrès. Les philosophes des Lumières pensent que la raison et la diffusion des savoirs permettront une amélioration de tous les aspects de la vie humaine, que ce soit la vie politique, la vie sociale, la vie morale ou la vie culturelle. Seul Rousseau sera perplexe quant à l'importance du progrès scientifique. Il critiquera ces avancées scientifiques. Enfin, dernier principe, la recherche du bonheur. C'est une question nouvelle au XVIIIe siècle. Le XVIIe siècle, il était dominé par la figure du dévot. La quête du bonheur terrestre avait, à cette époque-là, peu de sens. Seul comptait le salut dans l'au-delà. Donc l'homme était foncièrement mauvais et il convenait de lutter contre ses penchants mortifères pour les passions et pour les plaisirs. Et donc à cette figure du dévot succède au XVIIIe siècle celle du philosophe qui, lui, s'intéresse au bonheur terrestre. Par exemple, Candide, de Voltaire, propose ainsi une philosophie du bonheur dans laquelle il faut cultiver notre jardin, la dernière maxime du roman, ou plutôt du conte philosophique. Pour Rousseau, quant à lui, le bonheur trouve ses fondements dans la nature et le sentiment. Pour les libertins, le bonheur correspond à la recherche des plaisirs sensuels. Alors le philosophe du siècle des Lumières, c'est ce que l'on appellerait aujourd'hui un intellectuel, même si ce terme a été utilisé pour la première fois au XXe siècle. Au XVIIIe siècle, on parlait de philosophe et non pas d'intellectuel. Si on essaie de faire une synthèse, on se rend compte que les six philosophes des Lumières partagent les caractéristiques suivantes. Ce sont des rationalistes, c'est-à-dire qu'ils usent de la raison et de l'esprit critique. À cette époque-là, c'était donc le règne d'un monarque absolu et la religion était toute puissante. Il était subversif et interdit de vouloir se servir de la raison, de son entendement, de son intelligence pour penser par soi-même. Le philosophe des Lumières, c'est donc quelqu'un qui se sert de son intelligence, de son entendement, de sa raison pour penser par lui-même, y compris dans le domaine de la religion et de la politique. Donc ce sont les héritiers de Montaigne et des humanistes du XVIe siècle. Ce sont également des gens instruits. Ils ont tous fait d'excellentes études. Ils ne s'intéressent pas uniquement à la littérature, mais également aux sciences qu'ils étudient attentivement. Par exemple, Voltaire étudie avec beaucoup d'attention les théories de Newton et d'Alembert est un grand mathématicien. Voltaire écrit également des essais historiques, il est nommé historiographe du roi Louis XV. Montesquieu, qui est un excellent juriste, est vu comme le précurseur de la sociologie. Donc les philosophes des Lumières exercent leur raison et leur esprit critique dans tous les domaines et pas uniquement dans la littérature. Ils défendent tous également des valeurs humaines. Ils prônent des idéaux de tolérance, de liberté et de fraternité. Ils s'intéressent également au bonheur terrestre, une question nouvelle au XVIIIe siècle, qui ne se posait absolument pas au siècle précédent, car seul comptait le bonheur céleste, dans un siècle dominé par la figure du dévot, nous l'avons déjà vu. Donc les philosophes du XVIIIe siècle croient au bonheur terrestre et militent pour que chaque homme puisse vivre une vie convenable en, comme le disait Voltaire, cultivant son jardin,
selon la formule de Candide. Et puis, dernière remarque, ils sont sociables. C'est-à-dire qu'on a souvent l'image d'un philosophe comme un penseur qui est enfermé dans son bureau, qui travaille, etc., etc. Or, le philosophe des Lumières fréquente les académies, les salons mondains, les cafés. Sa vie sociale est extrêmement riche et dense. Il a le souci d'être utile et de faire évoluer la société. Les styles littéraires utilisés par les Lumières sont extrêmement différents. On retrouve des dialogues philosophiques, par exemple avec Diderot, dont le personnage amène son interlocuteur par un jeu de questions-réponses à trouver la solution qu'il a en lui. Il y a bien entendu les contes philosophiques, ceux de Voltaire notamment, avec Candide, Zadig, l'ingénu ou Micromégos. Il y a les essais politiques, notamment l'Esprit des lois de Montesquieu ou le Contrat social de Rousseau. Ces deux œuvres sont le fondement de notre démocratie moderne. Il y a le théâtre, avec Marivaux ou avec Beaumarchais. Il y a l'autobiographie, avec Rousseau et ses confessions. Et il y a également le roman, avec les lettres persanes de Montesquieu, Manon Lescaut de l'abbé Prévost ou Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Dans toutes ces œuvres, les figures de style dominantes sont tout d'abord l'ironie et l'antiphrase, mais également le registre polémique. Donc, l'ironie et l'antiphrase sont très fréquentes chez les philosophes des Lumières. L'ironie, c'est une arme qui permet de rallier à sa cause le lecteur grâce à l'humour, et l'antiphrase, notamment dans Voltaire, au chapitre 3, qui est célèbre pour sa dénonciation efficace de la guerre. Rien n'était si beau, si leste, si brillant et si bien ordonné que les deux armées. Il y a donc également le registre polémique, très utilisé au XVIIIe siècle pour dénoncer les abus de pouvoir. En témoigne par exemple la tirade de Figaro contre les puissants dans Le mariage de Figaro. Que lui dirait que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours, sans que la liberté de blâmer, il n'ait point d'éloge flatteur. Voyons maintenant les principaux auteurs et œuvres. Tout d'abord Montesquieu. Il est connu pour son ouvrage L'Esprit des lois, mais aussi pour les lettres persanes. Il se passionnait pour les sciences, pour la politique, pour la philosophie. Toutes ces œuvres ont été couvertes d'éloges dans toute l'Europe, bien qu'elles aient été mises à l'index par la papauté. Il a également participé au tout début à l'encyclopédie, mais il est mort quelque temps après. Diderot, il est très connu pour avoir participé à l'élaboration de l'encyclopédie pendant plus de 20 ans. Sa production artistique est immense, des romans, du théâtre, des essais. Rousseau, il se distingue de ses contemporains, je vous ai déjà dit, par une pensée un petit peu à contre-courant, notamment quant à la science. Pour tous les Lumières, le progrès permet l'amélioration de l'homme. Rousseau soutient au contraire que les sciences et la culture pervertissent l'homme. Dans son discours sur les sciences et sur les arts, il indique que nos âmes se sont corrompues. Voltaire, c'est un philosophe majeur du siècle des Lumières, dont les combats ont influencé toute l'Europe. Il exhorte l'homme à vivre heureux sur Terre et à améliorer sa condition grâce aux sciences. Il a essayé lui aussi tous les genres, l'essai historique, la poésie, le théâtre, et bien entendu les contes philosophiques. D'Alembert, au départ, était un mathématicien et un physicien, mais il a participé à l'élaboration de l'encyclopédie avec Diderot. Beaumarchais, qui est une figure importante du siècle des Lumières, il est estimé comme un des annonciateurs de la Révolution française et de la liberté d'opinion.
Donc je vous rappelle la phrase qu'il a mise dans Le mariage de Figaro. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Marivaux, c'est surtout un auteur de pièces de théâtre, inspiré par la Commedia dell'arte. Il a écrit des romans ou des pièces de théâtre comme La surprise de l'amour en 1722, La double inconstance en 1723, Le jeu de l'amour et du hasard en 1730, Les fausses confidences en 1737. Il a créé ce que l'on appelle aujourd'hui le marivaudage, c'est-à-dire les amours légères. L'abbé Prévost, qui est surtout connu pour son œuvre Manon Lescaut, un roman, qui n'a pas eu le succès escompté à l'époque, mais qui a été redécouvert un peu après. Bernardin de Saint-Pierre, qui a fréquenté les salons philosophiques, qui n'a pas eu trop de succès lui non plus avec Paul et Virginie, mais qui sera réhabilité un peu plus tard. Donc l'encyclopédie, conduite par Diderot et d'Alembert entre 1751 et 1766, est une entreprise collective monumentale qui entreprend de faire l'inventaire de tous les savoirs. L'encyclopédie reste l'œuvre la plus emblématique du siècle des Lumières. Elle synthétise la pensée des Lumières. Son but était de diffuser les savoirs pour émanciper les hommes. Donc, c'en était fini des explications théologiques du monde. Les philosophes des Lumières nous invitent à acquérir des connaissances, à penser par nous-mêmes et à utiliser notre raison. Mais l'encyclopédie n'a pas uniquement un but de vulgarisation des savoirs, c'est également une entreprise militante, critique à l'égard des abus de la monarchie absolue, du fanatisme religieux et des préjugés. C'est ce qui fait d'elle une œuvre des Lumières. Alors au départ, l'encyclopédie devait juste être la traduction d'une encyclopédie anglaise publiée par John Chambers en 1728. Mais Diderot et d'Alembert finissent par abandonner ce projet de traduction pour faire leur propre encyclopédie, et notamment avec un projet beaucoup plus ambitieux, puisqu'ils envisagent un ouvrage plus vaste qui ferait l'inventaire de tous les savoirs. Le sous-titre d'ailleurs est Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Ils finiront par obtenir plus de 4500 souscriptions les années suivantes, ce qui représente un chiffre très très important pour l'époque, car un ouvrage était rarement tiré à plus de 1500 exemplaires. Et donc malgré son prix élevé, l'encyclopédie est un véritable succès éditorial. Donc c'est une œuvre de 35 volumes, 17 de textes, 11 illustrations, enfin 11 tomes d'illustrations, auxquels s'ajoutent également des suppléments. Donc les premiers volumes ont été publiés entre 1751 et 1772, avec une place importante qui est accordée aux techniques et aux métiers. Les planches d'illustration notamment sont remarquables, elles ont mobilisé toute une équipe de graveurs. Alors dès sa sortie en 1751, les jésuites s'opposent à cet ouvrage qu'ils jugent subversif, donc elle est censurée plusieurs fois et même condamnée par le pape. Elle finira quand même par être éditée en Suisse. Mais c'est vrai que si on y regarde un petit peu de plus près, certains articles apparemment anodins sont en réalité des articles militants qui critiquent les préjugés, l'obscurantisme et les dogmes religieux. Ils remettent en cause les abus de la monarchie absolue, le fanatisme. C'est ce qui explique notamment les nombreuses hostilités et notamment la condamnation de l'ouvrage par le pape en 1759 et sa censure. L'héritage des Lumières dans le siècle qui va suivre, et notamment pendant la période révolutionnaire, sera énorme. Mais il est à noter quand même que, mis à part Beaumarchais, aucun d'entre eux ne verra véritablement les résultats des espoirs ou des
espérances qu'ils ont mis dans leurs œuvres, parce qu'ils vont tous mourir avant 1789 et donc ils ne verront pas la Révolution française. Tous les grands problèmes politiques ou sociaux de l'avenir ont été abordés dans leurs œuvres, que ce soit le droit de l'homme, la limite des pouvoirs de l'État, la définition de la liberté individuelle, les rapports de l'Église de l'État, les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'égalité civile devant la justice et la loi. Le contrat social de Rousseau notamment aura une grande influence. Il proclamait dans son œuvre le droit à l'insurrection quand le contrat social était violé. Des personnages comme Mirabeau, Danton ou Robespierre justifieront leur politique, parfois tyrannique, par ces principes que l'on retrouve en partie dans la Déclaration des droits de l'homme et dans la Constitution de 1793. Rousseau y dénonce également les privilèges, les impôts mal répartis, les atteintes à la liberté du travail. Il veut combattre les abus les plus scandaleux. C'est une des idées notamment présentées dans l'encyclopédie. Et ce mouvement d'opinion aboutira aux États généraux et à la Constituante. L'Assemblée constituante s'inspirera largement également des idées de Montesquieu sur la liberté, notamment dans la Déclaration des droits de l'homme, et sur la séparation des pouvoirs, seul garant possible, selon lui, de la liberté contre le despotisme. Toutefois, elle s'en écartera en s'attaquant à tous les privilèges, à tous les pouvoirs intermédiaires. Les hommes de la Révolution française ont trouvé dans l'esprit des lois leur idéal d'une république fondée sur la vertu, mais Montesquieu, lui, préférait la liberté à l'égalité. La Révolution française donc échouera dans sa tentative pour établir à la fois l'un et l'autre. Donc, en résumé, les idées politiques exposées par les philosophes ont eu une très grande importance dans les révolutions qui ont eu lieu dans tout le monde à partir de ce siècle. La première, ça a été bien entendu celle des États-Unis, mais non seulement à cause de la participation française, mais également de l'aide de la France aux insurgents américains, mais aussi par le fait que la première déclaration des droits de l'homme aux États-Unis a été prise sur les idées des philosophes politiques français de ce siècle. La seconde révolution, évidemment, c'est la Révolution française, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui reprend les idées de liberté, de sûreté, de séparation des pouvoirs, de l'Église et de l'État, sur l'égalité, sur la propriété, sur la résistance à l'oppression, sur la souveraineté du peuple, etc.